J'ai trouvé, me disait récemment un Anglais, pourquoi les Parisiens ne voyagent pas. Ils ont Montmartre. Car on voyage pour aller à Montmartre. Canadiens, Sud-Américains, Allemands ou Slaves achètent des valises et sollicitent des passeports pour venir à Montmartre, patrie des patries nocturnes. Un grand romancier disait un jour que les 4 forteresses du monde occidental étaient le Vatican, le Parlement anglais, le grand état-major allemand, l'Académie française. Il oubliait Montmartre. 5e forteresse, plus imprenable peut-être que les autres et qui survivra au chambardement. Bien plus, Montmartre bénéficiera certainement d'un renouveau de poésie quand le monde aura changé, comme on dit aujourd'hui. On écrira des vers et on fera de la peinture dès qu'on parlera moins de politique. Les marauds et les poètes de ces dernières années en sont réduits à devenir militants et à fréquenter des cercles révolutionnaires. Ils ont moralement déserté les hauteurs de la rue Le Pic pour prendre part aux murmures contemporains. Montmartre meurt comme meurt l'insouciance. Cette terre à chansonniers et à caricaturistes devient stérile. Elle ne donne plus naissance qu'aux marlous et bourgeois. Et quant aux filles qui naguère encore inspiraient certains hommes et posaient devant d'autres, elles veulent aujourd'hui voter, finir à l'opéra ou épouser un garagiste franc-maçon susceptible de gagner la loterie nationale. Cela serre le cœur des vieux Parisiens qui, bien que connaissant Montmartre que par rue et jardinet, respiraient les légendes de cette terre promise et se savaient entourés d'artistes aussi joyeux de vivre, de boire, de mourir que désintéressés. Pour un vieux Parisien, le vrai Montmartre était celui des cabarets et des poètes, à commencer par le Lapin Agile, où chantaient et disaient Delmé, Ispa et Montoya. On parlait de Pierrot, de Mimi Pinson, de Belle Étoile ou du Chevalier Printemps avec un grand sérieux, tout à fait comme on parle aujourd'hui de communisme, de stratosphère et de radiophonie dans les taximètres. On vivait dans un monde qui tenait à la fois d'un tableau de Watteau et d'un jour de mi-carême. On mangeait pour rien, me disait un soir forain, et même pour moins que ça. Villette, un des mandarins de la butte, n'oubliait jamais de faire remarquer que, tel Jésus entre deux larrons, le Sacré-Cœur se dresse entre le moulin de la Galette et le moulin rouge. À cette époque, le mendiant chantait, l'oiseau, l'arbre, le réverbère chantait. Chez la blanchisseuse et chez l'usurier, on était généralement accueillis par une romance. Seuls quelques agents de change ou marchands de canons disaient à leurs enfants que la butte ne nourrissait pas son homme, et puis les emmenaient voir Louise de Gustave Charpentier. Rien n'évoque plus heureusement Paris que cet opéra réussi. Tout le paysage montmartrois est là, avec ses manières particulières, ses mots, ses ombres et ses fantômes. On y arpente la rue des Martyrs, la rue Tardieu, lieu géométrique où la petite bourgeoisie rencontrait et rencontre encore la haute bohème. La rue Le Pic y était une des plus célèbres du monde. Avoir été charcutier rue Le Pic est aussi honorable, sinon aussi historique, que d'avoir été marchand de tableaux Faubourg Saint-Honoré ou marchand de cinéma avenue des Champs-Élysées. La rue Le Pic est comme le fleuve de Montmartre qui arrose le pays, lance des affluents dans l'épaisseur du quartier, entretient la flore et produit des places qui ont plus d'importance dans l'histoire de la Troisième République qu'une nuée de ministres ou de décrets. Au sommet de la rue Tolosé s'aperçoit le moulin de la Galette, musée de bal un peu prude malgré sa réputation de jambes en l'air. Le moulin de la Galette où, il n'y a pas si longtemps, on débitait encore de la galette, et le Moulin Rouge ont été réellement habités par des artistes, au premier rang desquels il faut mettre Lautrec et Maurice Utrillo, un des imagiers les plus vrais de Montmartre. Il y a un Montmartre qui ne cédera qu'à la demande de la dynamite, celui de la place du Tertre et son coucou, où se réunissaient autrefois ceux de la patrie française, celui des restaurants et terrasses de ce paysage à la fois artistique, alpin, politique, catholique, virgilien et bourgeois, où tous les Européens célèbres ont au moins pris un verre. Léon Daudet a bien raison de dire que Montmartre est un Paris dans Paris, dont Clémenceau fut maire. Un jour que je cheminais rue Lamarck avec un ami du Tigre qui avait fait le coup de feu pendant la Commune, nous fûmes abordés par un grand personnage de la République qui se trouvait à Montmartre en voyage officiel. « Voyage officiel ?» demanda l'ami de Clémenceau. « Vous venez inaugurer une statue, créer une loge ou décorer un peintre mort ?»« Pas du tout, je viens faire une démarche auprès d'un indigène qui ne se dérange pas. Montmartre a des parties communes avec l'Olympe, et c'est ici que je me suis créé mes plus belles relations. Zola, Donnet, Capu, Picasso, Utrillo, Max Jacob et même Vaillant. » Et le haut personnage nous entraîna chez Steinlen, qui vivait avec presque autant de chats que Léoto. Steinlen était venu à Paris avec une lettre de recommandation pour un peintre inconnu dont on savait seulement qu'il vivait à Montmartre. Un cocher de fiacre avait fini par le dénicher à l'ombre du moulin de la Galette. Séduit par le décor, grisé par le charme de la population, par la couleur de la montagne sacrée,
Steinlen n'en voulut plus jamais redescendre. À quelque temps de là, bien avant la création de la commune libre de la Butte, Steinlen fut sacré citoyen de Montmartre. Il couchait jadis au Chat Noir avec Bruant et Jules Jouy, car le Chat Noir était connu à cette époque comme asile de nuit autant que comme cabaret. Aujourd'hui capitale des boîtes de nuit, Montmartre a été longtemps la plus charmante colonie de café qu'on puisse imaginer. Et une colonie peuplée de Français, ajoutait Jean Laurin, qui venait retrouver au Rat-Mort ses amis du Courrier français. Le Chat Noir et le Rat-Mort accueillaient surtout les Parisiens illustres comme Forain, Chéret, Hermann Paul, tandis que le bohème parfait se réunissait dans des caboulots moins connus. Le Mirliton, le Carillon, l'Âne Rouge, Adèle, le Clairon de Sidi Ibrahim, le Billard en bois, le Café Guerbois, chez le Père Latuile, sorte d'académie des beaux-arts où préside Manet, la Nouvelle Athènes et d'innombrables boutiques où on crevait de faim des artistes si totalement obscurs qu'on ne sut jamais s'ils furent peintres, sculpteurs, graveurs, chansonniers, poètes ou philosophes. Montmartre existe encore parce qu'il est pour la plupart de nos contemporains une jeunesse. Marie Laurencin, Derain, Macorlan, Salmon et tant d'autres qui contractèrent là-haut leurs plus fortes amitiés le savent bien. Mais les années passeront. Les cafés, un à un, devront céder la place à des succursales de banque, à des garages. Les modèles des peintres feront du cinéma. Les poètes achèteront du linge à crédit et travailleront pour des agences de publicité. Il n'y aura plus rien. Je me trouvais récemment dans un café assez suspect du 12e arrondissement. Il y avait là 2 jeunes hommes tels que les fabrique notre année 1938. Un mélange de sport, de politique, de modération sexuelle et d'extravagance intellectuelle. Pas d'alcool, mais des quarts vitels, un grand mépris des femmes et une ignorance complète de ce que peuvent être la liberté, le vagabondage, l'observation, la paresse. L'un, qui disposait d'une voiture, demanda à l'autre s'il pouvait l'emmener. « Où ? À Montmartre. Moi, tu sais, je suis un peu artiste. » Rien n'est plus attristant que ce mot, mais rien n'est plus juste. Le seul fait de posséder un appartement rue Colincourt ou rue des Abbesses, le seul fait de fréquenter le théâtre de l'Atelier, le Gaumont Palace, le restaurant Marianne, le studio 28 ou la brasserie Graff vous transforme en artiste. L'influence de l'histoire et des légendes montmartroises est si forte, si lente à disparaître, que les commerçants eux-mêmes de ce quartier privilégié ont un parler, une âme différente, un regard délicieusement mystérieux et supérieur qui les distingue de leurs collègues de la place de l'Opéra ou du rond-point des Champs-Élysées. Comment ne pas comprendre la fierté des gens de Montmartre, même quand ils sont, comme aujourd'hui, employés du PMU, danseurs congolais, revendeurs de voitures ou patrons de bars élégants. Bars, car les cafés de Montmartre sont morts. Ils ont été remplacés par des débits ou des grilles. Je connais pourtant un petit bistrot, un bois et charbon, où le bonheur et le pittoresque se conçoivent encore. Les propriétaires du fond, auvergnats de père en fils, conservent à l'égard du client une bonhomie qui n'est plus admise ailleurs, chez les émancipés de la vie moderne. Des jambons de province y pendent, qui ne sont pas des jambons d'hôtellerie. Quelques prostituées s'y réfugient, après avoir abandonné sur le seuil de la porte leurs préoccupations professionnelles. Détail exquis. Vers 1925, le patron avait préparé une petite pancarte qu'il n'ose plus exhiber. Une pancarte qui dit bien que la douceur de vivre s'est évaporée comme une rosée. Ce charmant avis qu'il se proposait de placer dans sa devanture entre un pot de géranium et un jeu de dames portait un texte que seule la dignité montmartroise autorisait. Le patron joue aux cartes. Aujourd'hui, il est bien obligé d'attendre le règlement des conflits avant de se risquer à provoquer des passants moroses, anxieux et avares.